cette grande édition d'information. Monsieur, dame, bonsoir. Visite à Kouloubou dans la commune de Makolondi du Koniprat et le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Objectif, sensibiliser les femmes de la dite localité sur les MGF. La manifestation des étudiants de l'Université Abdou Moumouni de Niamey a occasionné d'importants dégâts matériels, des blessés et plusieurs étudiants interpellés. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette édition d'information que nous ouvrons par ce communiqué du journal Ecofin. Selon donc le journal Ecofin, le groupe nucléaire français Areva s'est engagé dans un processus de changement de sa structure de gouvernance. Il va passer au mode de société à conseil d'administration. Une métamorphose enclenchée à un moment où le bras de fer du groupe avec l'État nigérien sur la modification de la concession minière sur l'uranium reste d'actualité. Près de 40 ans de présence au Niger ont dû figer nombre de points d'organisation et de management du côté d'Areva. Nul doute donc le bras de fer engagé avec l'État nigérien a permis une prise de conscience importante. Areva s'est engagé dans un processus de changement de sa structure de gouvernance. Concrètement, il va passer au mode de société à conseil d'administration selon l'agence Ecofin. Cela donnera assez de marge de manœuvre au Niger qui sera moins intimidé dans ses revendications par l'ombre de la France derrière le géant mondial nucléaire. Ce changement de cap pour ce groupe dans lequel l'État français détient directement et indirectement 87% du capital prendrait quelques semaines pour se concrétiser, aurait déclaré Pierre Blayot, président du conseil de surveillance. Selon Ecofin, cette démarche est à l'initiative de l'État français qui, selon le ministre de l'Économie, Arnaud Montebourg, avait demandé à Areva de modifier sa structure de gouvernance pour permettre aux actionnaires de contrôler davantage les décisions stratégiques du groupe. En guise de rappel, depuis les années 1970, Areva exploite l'uranium du gisement à ciel ouvert de l'Aïr et de celui souterrain d'Akokan dans le département désertique d'Arlit, plaçant le Niger dans le peloton de tête des pays producteurs mondiaux. La suite du journal, je le disais dans les titres, la manifestation des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey a occasionné d'importants dégâts matériels ainsi que de blessés et plusieurs étudiants arrêtés. Une situation que déplorent les victimes et les associations des parents d'élèves. Seyni Mekido Jibril. La manifestation des étudiants de l'université Abdou Moumouni de Niamey mardi dernier a occasionné d'énormes dégâts matériels ainsi que de nombreux blessés et plusieurs étudiants arrêtés. Pour cause, les étudiants exigent à la Direction générale de l'Agence nigérienne des allocations et des bourses ANAB le report de la date du paiement des allocations appelées aide sociale allouées aux étudiants non boursiers de l'université jusqu'à l'établissement effectif de la liste des étudiants de la faculté des sciences économiques et juridiques FCEJ. Alors que l'ANAB voulait procéder au paiement des autres facultés afin d'établir la liste de la FCEJ. Un malentendu qui a conduit les étudiants à saccager les locaux de l'ANAB et des biens publics et privés du ministère du Transport et de l'Emploi. Les locaux du siège de l'Union des scolaires nigériens, dans lequel certains étudiants ont trouvé refuge, ont été à leur tour saccagés par la police
et les étudiants projettent de porter plainte. En fait, les dégâts, vous les constatez de vous-même, tout autour de vous, à commencer par les sièges de l'ISN en tant qu'organisation, siège social de l'organisation, qui a été effectivement saccagé suite au mouvement déclenché à partir de l'UNUN ou des étudiants quand ils ont été encerclés par la police et se sont retrouvés au sein du siège pour leur propre sécurité. Malheureusement, la police a jugé utile de rentrer dans le siège jusque dans nos bureaux pour déloger nos militants. Victime des événements, le ministère de l'Emploi se pose des questions sur la véritable cause de ces actes posés par les étudiants et projette aussi de porter plainte. Je peux vous dire que le dégât il est important. Ce n'est pas l'image de l'ISN qu'on connaît. L'ISN est une structure responsable. Ça m'étonnerait que ce soit des actes réfléchis, que ce soit des actes qui ont été posés pour l'intérêt de la cause estudiantine. Il faut trouver peut-être les réponses à ces interrogations quelque part. Soit c'est des actes isolés, soit c'est des manipulations. Nous allons déposer une plainte. De cette déplorable situation, les parents d'élèves et des étudiants demandent aux deux parties de reposer les débats afin de décanter la situation. Donc on a été beaucoup surpris hier. Les étudiants, ils ont sorti, ils ont saccagé, ils ont fait des dégâts. Tout ce que la paix n'a pas fait, la violence ne peut pas arranger. En toute vérité, même s'ils ont raison, mais ils n'ont pas été patients. On avait, ce qu'on va dire à ce qui concerne le gouvernement, est vraiment de respecter ses engagements vis-à-vis de ses enfants. Nous ne cessons jamais de le rappeler que les biens de l'État sont des biens communs. Les détruire, c'est détruire ses propres biens. Notre pays a besoin d'être construit et non d'être détruit. Étudiants et gouvernement doivent se mettre sur la table des négociations afin de sauvegarder les acquis démocratiques du pays. Patriotisme oblige. Et puis, relativement à cette manifestation, le gouverneur de la région de Niamey a animé un point de presse cet après-midi. À travers celui-ci, le gouverneur appelle au respect des lois et règlements de la République. Tout un chacun doit comprendre que nous sommes dans un état de droit et un état de droit a ses règles et que tout le monde doit respecter ces règles. Les étudiants ont posé des actes. Effectivement, il y a eu des interpellations et en tout cas, tous les acteurs de ces actes vont répondre devant les juridictions. Parce que aujourd'hui, je ne peux pas comprendre quand même qu'un étudiant qui est de surcroît universitaire puisse ignorer cette loi sur l'administration publique. La question qu'on se pose également, un étudiant qui est demain appelé à assurer les hautes fonctions de l'État s'attaque en tout cas au symbole de l'État à travers les deux véhicules des ministres qui portent des drapeaux du Niger, qu'ils ont cassés comme ça, et croire que c'est fini, ils vont rester en tout cas impunis. Je pense que trop c'est trop. On ne peut pas continuer à regarder ce qui est fait dans ce pays. Chaque Nigérien a un droit d'aller et de revenir. L'État que nous représentons a le devoir d'assurer en tout cas la quiétude pour tous les citoyens vivant sur le territoire de la ville de Niamey. Et sur ce plan, nous n'allons pas faillir. Et aujourd'hui, nous avons comme l'impression que certains de nos concitoyens pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Je pense que ce serait une grave erreur. Chacun doit comprendre que la loi, elle est impersonnelle et elle s'applique à tout le monde. Vous ne pouvez pas, à cause de votre problème à vous, en tout cas imposer votre vision à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Quel est le problème de cette population de Niamey qui doit subir toutes ces conséquences et pendant 48 heures? Nous sommes au niveau de Niamey, là où on trouve un gouvernement qui est en train d'investir et beaucoup d'argent pour améliorer le cadre de vie de la population de Niamey. Malheureusement, c'est que toute la population est en train d'assister, impuissante, en tout cas à la destruction des biens publics. Est-ce que c'est cette manière que nous devons accepter de la part des concitoyens, enfin des citoyens de la ville de Niamey? Je crois que ce n'est pas un bon comportement. Les étudiants doivent se dire une chose, qu'ils sont dans un État, ils appartiennent à un État qui a ses règles et a ses droits. Donc chacun doit se soumettre, en tout cas devant
les lois de la République. Le gouverneur de la région de Niamey, que vous retrouverez d'ailleurs en partie magazine de cette édition. Un autre communiqué, cette fois-ci, émane du Ben Snex. Le Ben Snex a constaté que lors des débats publics sur les médias, certains acteurs se permettent de se présenter comme des enseignants-chercheurs. Pour cette raison, le Ben tient à faire la mise au point suivante. Monsieur Hassan Boubacar et Mena Karte Boukar ne sont pas des enseignants-chercheurs. Ils ne sont donc pas militants du syndicat national des enseignants-chercheurs et chercheurs du supérieur. Les actes qu'ils posent n'engagent pas la responsabilité de la communauté des enseignants-chercheurs. Le BENSNEX profite de cette mise au point pour rappeler à ses militants et militantes que le décret numéro 2013-201 PRN MEM S du 31 mai 2013 portant approbation de la charte d'éthique et de déontologie des universités publiques du Niger leur impose un devoir d'expression en termes mesurés et objectifs. L'enseignant-chercheur doit être une référence constante en termes de compétences, d'objectivité, d'intégrité et de tolérance. Pour le Ben Snex, le camarade secrétaire général Nabala Adare fait à Niamey le 19 mai 2014. Cela dit, la ministre déléguée au plan se trouve depuis lundi dernier dans la région de Zender où elle entame une tournée dans les différents départements de la région. Ce mardi, elle était à Takaita, Kanké, Magaria et Damagara. Le point avec Moussa Adamou Garba. C'est le département de Takaita qui a constitué la première étape de cette visite en profondeur de la ministre déléguée de l'aménagement du territoire et du développement communautaire de la région des Anders. En effet, la ministre est venue constater d'une part les conditions de travail des agents relevant de ce ministère et de l'autre, voir les résultats obtenus dans le cadre du programme 3N. Cette visite est également mise à profit pour voir de très près les différentes réalisations effectuées par les ONG et associations. De facto, vérifier si le protocole type signé avec l'État nigérien est bien respecté. Comme vous le savez, le ministère du plan de l'aménagement du territoire et du développement communautaire a un cahier de charge très macro. La planification, c'est chez nous. L'aménagement du territoire, c'est chez nous. Le développement local, c'est chez nous. On a la coordination des actions de toutes les actions de développement. Donc, au moins, nos services déconcentrés doivent être munis d'un minimum pour pouvoir assurer le travail sur le terrain. Donc, c'est l'objectif de notre mission pour voir quels sont les différents problèmes qui se posent, les conditions de vie, de travail de nos agents. Est-ce qu'il y a des problèmes? S'il y a des problèmes, comment arriver à les solutionner? C'est pourquoi nous avons convié les partenaires à être avec nous dans la présence de l'UNICEF pour voir vraiment ce qu'ils peuvent nous faire en termes d'appui pour permettre à nos services déconcentrés vraiment de remplir leur mission. Et nous avons en perspective, en cours, le plan de développement régional. Le plan de développement régional, nos cadres doivent assurer l'appui technique au niveau des régions. Nous avons les PDC. Les PDC pour les communes dont les PDC sont arrivés à terme, il faut les réactualiser. Nous sommes venus pour voir les conditions, est-ce que toutes les conditions sont réunies pour que ce que nous attendons de ces services-là puisse être réalisé. Bon, au niveau du bâtiment, je pense que là, c'est une situation globale qu'on va faire. On est venu, on a constaté
Maintenant, à la fin de notre mission, on va faire une synthèse. Quelles sont les régions qui disposent du bâtiment, les départements qui disposent du bâtiment, quels sont les départements qui ne disposent pas, et quels sont les départements qui ont besoin de réhabilitation. Donc tout ça là, on fait le point et ensemble maintenant, on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. La délégation ministérielle a procédé à une série de visites sur des sites retenus pour les cultures de rente dans le cadre du programme 3N du président de la République. À Kanti également, la ministre déléguée a effectué plusieurs visites, entre autres au service départemental de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. À ce niveau, le bâtiment qui abrite le service est menacé d'effondrement. À cela s'ajoute l'insuffisance des agents et du matériel de travail. Au cours de toutes ces visites, la ministre déléguée est accompagnée par le gouverneur de la région, du président du conseil régional et de plusieurs autres responsables des services techniques. C'est Magaria qui a constitué la dernière étape de cette visite en cette journée de mardi 20 mai 2014. Pendant qu'il faisait nuit, une visite sur les sites de culture et d'expérimentation. La ministre a été émerveillée de voir les résultats obtenus sur place. Il faut rappeler que la ministre a effectué plusieurs escales dans certaines communes rurales pour constater les résultats de la mise en œuvre du programme 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Cérémonie de suivi de la déclaration publique d'engagement d'abandon des pratiques traditionnelles néfastes et de promotion d'un environnement protecteur des droits des femmes et des enfants. C'était hier dans le village de Koulbou, dans la commune de Makolondi. La dite cérémonie a été organisée par le CONIPRAT en collaboration avec le Fonds des Nations Unies pour l'enfance. Pour d'autres précisions, suivons le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Moudi Moussa et Idrissa Mahaman. C'est dans cette ambiance totalement détendue et devant un public entièrement acquis à la cause que s'est ouverte cette importante rencontre qui s'inscrit dans le cadre du suivi des engagements pris par les communautés de 20 villages de la commune de Makalondi d'abandonner les pratiques néfastes qui violent les droits des femmes et des enfants. Organisée à Koulhou, localité située à 13 km de la commune de Makalondi, en direction de la frontière du Burkina Faso, cette cérémonie hautement symbolique a ainsi pour but d'évaluer le niveau du respect des engagements pris il y a un an par ces différentes communautés de promouvoir un environnement protecteur des droits des femmes et des enfants, et ce, en présence d'éminentes personnalités nigériennes et étrangères. Il s'agira donc pour nous de nous assurer du respect de ces engagements pour pérenniser les acquis de cet important programme. En effet, la parole donnée est sacrée et nous osons espérer que ces engagements sont encore d'actualité et le resteront pour toujours. Je ne doute point que le respect de la parole donnée est une vertu cardinale chez les gourmandiers. Aussi, il vous revient de réitérer ici solennellement ces engagements devant la population de Koulbou et que vous avez valablement représenté à Makalondi l'année dernière. 176 exciseuses ont volontairement et publiquement renoncé de 2000 à ce jour à la pratique dans les régions à forte prévalence de mutilation génitale féminine grâce à la stratégie de reconversion mise en place par le CONIPRAT. Le CONIPRAT qui mène avec l'appui constant de l'UNICEF des campagnes de sensibilisation et des séances de formation à l'effet de promouvoir l'abandon des pratiques traditionnelles néfastes pour les filles. Cet événement était l'aboutissement d'un processus innovateur en cours depuis plusieurs années. En particulier, un programme tout à fait innovateur que l'UNICEF a soutenu pendant plus de 5 ans, qui vise à renforcer les capacités des communautés à travers des enseignements relatifs aux droits humains, au processus de résolution des conflits, à l'hygiène et à la santé de la femme et de l'enfant, à accroître la mobilisation sociale sur les questions des pratiques ayant des effets néfastes sur la santé et le bien-être de la femme et de l'enfant, en organisant des rencontres et des discussions publiques. Et enfin, d'accompagner les communautés pour qu'elles décident elles-mêmes les pratiques qu'elles souhaitent abandonner par une déclaration publique.
Ainsi, grâce aux efforts conjugués de l'État et de ses différents partenaires, le taux national de pratique de mutilation génitale féminine et l'excision a été réduit de moitié, passant de 4,5% en 1998 à 2% en 2012. C'est le lieu ici de réitérer à l'ensemble des partenaires, au nom du gouvernement, nos vifs et sincères remerciements et de féliciter très vivement le CONIPRAT dont les efforts soutenus ont contribué à l'atteinte de ces résultats. Il convient de souligner que le gouvernement, conscient de ses responsabilités, est déterminé à bannir la pratique des mutilations génitales féminines de notre territoire et contribuer à la promotion d'un environnement protecteur des droits des femmes et des filles du Niger en synergie avec les différents acteurs concernés. Au nom de la Première Dame, nous félicitons nos honorables chefs traditionnels, la jeunesse, les femmes, les leaders d'opinion qui ont tous défilé ici pour nous dire comment ils se sont organisés justement pour éradiquer ce mal. Pratiquées pour des raisons culturelles, l'excision et les mutilations génitales ont encore cours dans la région proche de la frontière du Burkina Faso et dans les zones de Difa, Tillabéri et Niamey. Effectuées sur des femmes et des filles de 0 à 15 ans, elles constituent en une ablation partielle ou totale de leurs organes génitaux, entraînant des séquelles graves tant immédiatement qu'à long terme sur leur santé. À Zender, les femmes ont rendu publique une déclaration de soutien aux jeunes filles qui ont été enlevées par la secte islamiste Boko Haram du Nigeria. Elles ont, à travers celle-ci, exigé leur libération immédiate. Regroupées au sein d'un comité, indigné par la situation du Nigeria suite à l'enlèvement des jeunes filles lycéennes par les terroristes de Boko Haram, préoccupés par le comportement de nos députés nationaux, soucieux du respect de la dignité de la personne humaine en général et celle de la femme en particulier, convaincus qu'aucune nation ne peut se développer sans la sécurité et la stabilité, faisons la déclaration suivante. De la situation du Nigeria, condamnons fermement l'enlèvement des jeunes filles lycéennes par les terroristes de Boko Haram. Condamnons avec force le trafic des enfants comme nouvelle forme de terrorisme. Apportons notre soutien au comité mis en place suite à la réunion de Paris. Soutenons nos sœurs, femmes du Nigeria, mères de ces jeunes lycéennes, enlevées puis séquestrées. Exigeons la libération sans condition de ces jeunes lycéennes. De la situation à l'Assemblée nationale du Niger, fustigeons et condamnons le comportement irresponsable et antinational de certains députés nationaux. Exigeons pour qu'ils se ressaisissent pour un rétablissement normal du fonctionnement de l'institution. Fait à Zender le 21 mai 2014. Vive la solidarité internationale, vive le Niger, tous unis, la lutte continue, le comité. Cérémonie de lancement ce matin au Palais des Congrès de Niamey du projet de promotion de la gestion pacifique des conflits ruraux à la base pour une cohésion sociale et une paix durable en milieu rural nigérien. ProGESPAC, un projet qui vise à renforcer la capacité des acteurs de la chaîne de prévention et gestion des conflits ruraux. Les images. Contribuer à la gestion adéquate des tensions et conflits en milieu rural à la base pour promouvoir la paix et la cohésion sociale, voilà l'objectif global du projet de promotion de la gestion pacifique des conflits ruraux à la base pour une cohésion sociale et une paix durable en milieu rural nigérien. ProGESPAC,
qui est officiellement lancé à travers la présente cérémonie. Ce projet fait suite à un appel à la profession locale pour le Niger dans le cadre du programme thématique acteurs non étatiques et autorités locales dans le développement du programme d'action annuel 2012 de l'Union européenne. Le projet SPAC fait partie des projets sélectionnés dans le cadre de l'appel à proposition financé par la ligne budgétaire de l'Union européenne. Pour un montant de plus de 1 475 903 250 francs CFA, soit 2 250 000 euros. L'objectif général visé à travers cet appel à proposition est de contribuer au renforcement des capacités des acteurs non étatiques et autorités locales au Niger, en vue de favoriser l'avènement d'une société plus efficace, plus équitable, plus transparente et plus participative. Le directeur de cabinet du ministère de la Justice, représentant le ministre en ouvrant les travaux, n'a pas manqué de souligner le soutien des autorités de la 7e République aux actions du projet. Je viens de relever que dans les actions du projet, il est envisagé le renforcement des capacités des magistrats, des chefs traditionnels et des préfets en prévention et gestion non violente des conflits. À ce titre, je voudrais vous assurer du soutien des plus hautes autorités de la 7e République dans toutes les actions de votre projet en faveur de la paix et de la cohésion sociale dans notre pays. C'est aussi l'occasion pour moi de demander aux bénéficiaires de ce projet, je pense évidemment aux magistrats, aux chefs traditionnels et aux préfets, d'accorder toute l'importance requise à ces actions afin de tirer le maximum de profit pour être des acteurs avertis de la chaîne de prévention et gestion non violente de conflits en général et de la conciliation en particulier. Entre autres résultats attendus par le projet, on peut citer la cohésion entre les acteurs ruraux renforcée pour une cohabitation pacifique, une meilleure prévention et gestion des conflits ruraux à la base grâce au bon fonctionnement du dispositif de conciliation. Et puis, juste après ce journal, votre rubrique hebdomadaire, l'entretien à domicile, reçoit aujourd'hui le 4e vice-président de l'Assemblée nationale, Mohamed Ben Omar. Il s'agit d'évoquer les contours de l'actualité politique. Autre aspect de cette édition, le secrétaire général du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah a animé ce matin un point de presse au siège du dit commissariat, un point de presse relatif aux préparatifs du Hajj 2014. Compte rendu Halimatou Abdou et Imran Maïga. Édifier l'opinion nationale et internationale sur les préparatifs du Hajj 2014. C'est l'objectif de ce point de presse animé par le secrétaire général du commissariat à l'organisation du Hajj et de la Umrah, Koho. Les préparatifs du Hajj sont bien en cours. Nous tendons vers la fin de la phase administrative qui comprend entre autres l'établissement des passeports qui se déroule normalement vu la disponibilité des imprimés en nombre suffisant. L'inscription des pèlerins qui se déroule aussi normalement dans nos locaux. À ce niveau, nous avons jusqu'ici enregistré pratiquement pas de grosses difficultés et nous avons enregistré à ce jour 3060 pèlerins qui sont inscrits, soit à peu près le tiers, sinon le quart, des 12 000 pèlerins qui constituent le quota du Niger. Les étapes suivantes en termes d'action sont d'abord la désignation des compagnies de transport aérien. Le processus est enclenché. Au cours de ce point de presse, le secrétaire général est largement revenu sur les mesures qui sont en train d'être prises pour résoudre les quelques problèmes rencontrés tant au niveau national qu'en terre sainte de l'islam dans les Hajj précédents. Heureusement, à la demande des pèlerins et des agences, cette mesure de la restauration à Mina, malgré les quelques défaillances qu'on a connues, a été reconduite cette année. Parce que, comme vous le savez, c'était notre première année d'existence et c'était la première année que l'expérience a été testée
en Arabie Saoudite pour la restauration à Mina. Nous avions constaté des défaillances tant au niveau des autorités saoudiennes qui n'ont pas mis en place les conditions suffisantes pour produire 12 000 plats sur place, tant au niveau des encadreurs qu'au niveau même du COHO qui devrait suivre. Parce que c'était ça le problème. C'était un premier test, mais toutes les conditions n'étaient pas réunies pour satisfaire 12 000 pèlerins et attends. Cette année, avec les mêmes agences, nous avons décidé de reconduire, mais de prendre des dispositions. Pour terminer, le secrétaire général du COHO a lancé un appel à tous les acteurs intervenant dans le domaine du Hajj et de la Umrah, mais aussi et surtout à l'endroit des médias de faire preuve de responsabilité dans la recherche de l'information. La Fédération unitaire des syndicats de l'éducation du Niger, FUSEN, observe depuis ce matin une grève de 72 heures, une grève qui a pour cause la non-satisfaction des engagements pris par le gouvernement dans le protocole d'accord signé entre les deux parties. Compte rendu, Hima Seibou. Le non-respect des engagements inscrits dans le protocole d'accord gouvernement-FUSEN est à l'origine de cet arrêt de travail de 72 heures de la Fédération unitaire des syndicats de l'éducation du Niger. Une grève qui est une suite logique de celle de 48 heures observée la semaine dernière par la FUSEN. Il y avait 4 points. Le premier point, c'est la question du statut particulier qui devrait être adopté depuis fin avril. Le gouvernement a pris l'engagement de l'adopter en fin avril, mais malheureusement, nous sommes actuellement aujourd'hui le 21 mai, le statut particulier n'est pas adopté. En deuxième position, c'est le paiement des pécules à terme échu. Et je vous informe que la région de Dosso et la région de Maradi, jusqu'à présent, ils attendent le paiement des pécules du mois d'avril. Ici même à Niamey, il y a des camarades qui sont des nouvellement recrutés et qui n'ont pas été payés le mois d'avril, et pour d'autres qui ont même des arriérés de 3 mois. Donc cette promesse aussi n'est pas tenue par le gouvernement. Le troisième point, ça concerne la question des incidences financières et des rappels. Les incidences financières, le gouvernement a pris l'engagement de payer 2 listes par mois, mais on a payé 2 premières listes à partir de mars, qu'on a fait sortir le 2 avril. Et les listes du mois d'avril ne sont pas sorties. Il a fallu le mois de mai pour qu'on sorte une seule liste. Le quatrième point, ça concerne la question du recrutement à la fonction publique. Il y a eu véritablement du n'importe quoi dans la sélection 2012-2013 qui a été faite au titre du ministère de l'enseignement primaire. Et nous avons dit que ces irrégularités, il faudrait que ces irrégularités soient corrigées. La FUSEN entend appliquer d'autres mécanismes jusqu'à ce que leurs légitimes revendications soient prises en compte. Nous avons dit que déjà cet arrêt de travail il est accompagné de blocage des notes et toutes les tâches administratives qui sont dévolues à l'enseignant. Alors nous avons dit que nous allons bloquer, en tout cas l'année. Cette grève d'avertissement de la coordination nationale de la FUSEN se poursuivra jusqu'au vendredi 23 mai. Espérons qu'une entente soit trouvée entre les deux parties afin de sauver cette année scolaire. Un mot de sport avant la partie magazine de ce journal. Inauguration à Tawa du premier club de Kung Fu. Une cérémonie marquée par une série de démonstrations des jeunes talents organisés par le club Nevadas Temple. Asman Amadou, Mohamed Rabiou Seydou pour le compte-rendu. Cette rencontre des différents maîtres de taekwondo, karaté, judoka et bien d'autres arts martiaux sur le terrain du lycée Agaba de Tawa rentre dans le cadre de l'inauguration du club de Kung Fu. Comme vous le constatez à travers ces images, une série de démonstrations des jeunes talents pratiquants de cet art marque cette cérémonie. Maman Bachir, Maman Marwan, maître de ce nouveau club qui fait l'objet de cette rencontre, et Boubacar Issa Chamsou, maître de taekwondo, ont tour à tour pris la parole pour expliquer aux participants, mais aussi aux pratiquants, les objectifs visés à travers cette série de démonstrations. Vous voyez, le Kung Fu est quelque chose de nouveau ici dans la région de Tawa. Donc on a jugé utile avec tous les autres adeptes de Kung Fu de faire une démonstration pourvu que la population arrive à voir qu'est-ce que c'est que le Kung Fu.
puisqu'ils entendent parler, beaucoup d'entre eux nous arrêtent dans la ville, nous posent des questions sur le Kung Fu. Donc on a jugé aujourd'hui de faire une démonstration pour montrer au peuple, aux populations d'Ottawa, de voir qu'est-ce que c'est qu'en réalité le Kung Fu. Et vraiment nos attentes par rapport à cette démonstration, qu'ils se disent que vraiment ce n'est pas quelque chose de difficile, qu'il suffit de s'y mettre tout simplement. Rien n'est facile bien sûr, il suffit de s'y mettre tout simplement. Et ils parviendront eux aussi à acquérir un certain maximum de connaissances dans le Kung Fu. Je ne m'attendais même pas à vraiment qu'un confrère d'art vienne me voir directement, me dire « Ah, il a besoin de telle chose », de venir lui présenter quelque chose. Ils sont venus me voir, je leur ai dit de venir partir voir le grand maître. Le grand maître leur a envoyé auprès de moi pour leur dire de préparer quelque chose pour eux. C'est en 2 jours vraiment on a préparé, on ne peut pas faire mieux que ça. Le club de Kung Fu, inauguré dans la ville de Tawa, un art dont les pratiquants des autres disciplines sportives peuvent se retrouver en s'intéressant à la pratique de cet art. Pour la réussite des activités de ce club, le maître du club demande à ses collègues de faire preuve d'une bonne collaboration. Comme annoncé, la partie magazine de ce journal consacré au point de presse du gouverneur de la région de Niamey sur les manifestations des étudiants. Très bonne réception et au revoir. Que nous sommes dans un état de droit et un état de droit a ses règles et que tout le monde doit respecter ces règles. Les étudiants ont posé des actes. Effectivement, il y a eu des interpellations et en tout cas, tous les acteurs de ces actes vont répondre devant les juridictions. Parce que aujourd'hui, je ne peux pas comprendre quand même qu'un étudiant qui est de surcroît universitaire puisse ignorer cette loi sur l'administration publique. La question qu'on se pose également, un étudiant qui est demain appelé à assurer les hautes fonctions de l'État s'attaque en tout cas au symbole de l'État, à travers les 2 véhicules des ministres qui portent des drapeaux du Niger, qu'ils ont cassés comme ça, et croire que c'est fini, ils vont rester en tout cas impunis. Je pense que trop c'est trop. On ne peut pas continuer à regarder ce qui est fait dans ce pays. Chaque Nigérien a un droit d'aller et de revenir. L'État que nous représentons a le devoir d'assurer en tout cas la quiétude pour tous les citoyens vivant sur le territoire de la ville de Niamey. Et sur ce plan, nous n'allons pas faillir. Et je m'en vais tout simplement vous donner lecture de quelques articles de la loi 2004-45 qui dit à son article 10, lorsque des violences, voies de fait, de séquestration des personnes ou dégradation des biens meubles ou immeubles, publics ou privés, auront été commises pendant ou à l'occasion d'une manifestation, les organisateurs et les instigateurs de cette manifestation seront punis comme complices d'une peine d'1 à 4 ans d'emprisonnement et d'une amende de 50 000 à 300 000 francs ou l'une de ces 2 peines seulement, sans préjudice des poursuites pouvant être engagées contre les acteurs et les auteurs de ces actes. Il y a l'article 13 qui dit est puni de 2 à 6 mois d'emprisonnement et de 50 000 à 1 million de francs CFA d'amende le fait d'introduire à l'aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou contraintes dans un édifice public ou privé, dans une maison d'habitation ou un local à usage commercial, dans un lieu de culte ou dans un établissement scolaire ou de formation professionnelle pendant, à l'occasion ou en vue d'une manifestation ou d'un rassemblement. On dit également si les violences, voies de fait et autres sévices ont entraîné la mort, les personnes visées aux alinéas 1 et 2 ci-dessus seront punies conformément aux dispositions du Code pénal. Les personnes reconnues coupables des infractions définies aux articles précédents, ainsi que les structures impliquées dans l'organisation et le déroulement des manifestations ou rassemblements sont solidairement responsables des dommages corporels et matériels qui en résulteront. Donc, c'est pour dire que cette loi est une loi de la République et elle s'impose à tout le monde. Ça ne fait pas longtemps, nous avons discuté avec les étudiants et ils ont pris connaissance de ce document. Je rappelle d'ailleurs qu'ils ont voulu se conformer parce qu'à 2 reprises,
ils ont adressé une demande de marche. C'était le 2 et le 12 mai. Marche qu'ils n'ont pas tenue à cause des divergences de points de vue qu'il y avait à leur sein. C'est-à-dire qu'au niveau de l'université de Niamey, depuis très longtemps, cette manifestation était en gestation. Donc il aurait fallu tout simplement de cette petite occasion qui sont volontairement donnés pour pouvoir mettre la population de Niamey dans un état désolant. Alors, ici, en tant qu'autorité régionale, nous avons pris toutes les dispositions, en tout cas pour assurer la sécurité et la quiétude de la population de Niamey. Nous avons constaté que des SMS sont en train d'être balancés par les téléphones cellulaires pour faire comprendre à la population de Niamey qu'il y a une certaine psychose, un certain malaise au niveau donc, de la sécurité des personnes. Il n'en est rien du tout. Seulement c'est qu'il y a des gens qui se nourrissent dans cet état, dans cette situation. Et leur objectif, effectivement, c'est de créer une psychose au niveau de la population de Niamey. J'aimerais tout simplement dire à la population de Niamey que l'État ne démissionnera pas devant ses obligations d'assurer la sécurité des personnes et de leurs biens. La population de Niamey va vaquer tranquillement à ses occupations et, en tout cas, en ce qui nous concerne, nous ferons ce qui est de notre devoir. Donc, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Et également, sur les cellulaires, nous avions appris que les FDS, donc les forces de défense et de sécurité, auraient fait usage d'armes à feu. En tout cas, ça a été vérifié hier au niveau du CHU, où 10 étudiants étaient hospitalisés. Donc là aussi, il n'en est rien du tout. Parce que aucun étudiant, je dis bien aucun, n'a été blessé par balle. La troisième chose, nous avions appris des menaces comme quoi que des stations seront incendiées. Pour preuve, hier, on a crié partout qu'il y a une station qui a pris feu au niveau de Gaomo-Mansani. Ce n'est pas vrai. C'est qu'il y avait une citerne qui était en train de dépoter son carburant dans le réservoir de la station et un feu s'est déclaré au niveau de la citerne, dans son fonctionnement. Fort heureusement, le feu a été très vite maîtrisé et la station a été maîtrisée, a été récupérée. Bien, donc, aujourd'hui, nous avons comme l'impression que certains de nos concitoyens pensent qu'ils sont au-dessus de la loi. Je pense que ce serait une grave erreur. Chacun doit comprendre que la loi, elle est impersonnelle et elle s'applique à tout le monde. Vous ne pouvez pas, à cause de votre problème à vous, en tout cas imposer votre vision à quelqu'un d'autre. Pourquoi? Quel est le problème de cette population de Niamey qui doit subir toutes ces conséquences et pendant 48 heures? Nous sommes au niveau de Niamey, là où on trouve un gouvernement qui est en train d'investir et beaucoup d'argent pour améliorer le cadre de vie de la population de Niamey. Malheureusement, c'est que toute la population est en train d'assister, impuissante, en tout cas à la destruction des biens publics. Est-ce que c'est cette manière que nous devons accepter de la part des concitoyens, enfin des citoyens de la ville de Niamey? Je crois que ce n'est pas un bon comportement. Les étudiants doivent se dire une chose, qu'ils sont dans un État, ils appartiennent à un État qui a ses règles et a ses droits. Donc chacun doit se soumettre, en tout cas, devant les lois de la République. Et en ce qui nous concerne, nous n'allons pas faiblir, comme je l'ai dit, et nous allons poursuivre, en tout cas interpeller tous ceux qui ont pris part à cette manifestation et qui ont posé des actes. D'ores et déjà, nous avons quelques photographies de certaines personnes donc, qui ont porté sur elles des coupes-coupes, des bâtons. Et d'ailleurs, il y a même un agent de la police de la circulation qui a été bien bastonné par les manifestants au niveau du Grand Marché. Ce qui n'est pas bien. Ce matin, ils ont appréhendé un gendarme, ils ont brûlé sa moto au niveau de l'université de Niamey. Ça, ce n'est pas bon et ce n'est pas bien et c'est inadmissible. On ne peut pas continuer à l'accepter. Donc, que les étudiants se disent que l'État ne peut pas continuer à observer ce qui se passe. Et nous allons réagir en conséquence. À la date d'aujourd'hui, il y a 63 étudiants interpellés et ce n'est pas terminé. Ce n'est pas terminé parce que, comme je vous l'ai dit, nous avons des photographies, nous avons des images pour tous ceux qui auront porté des armes blanches, en tout cas contre la population de Niamey, en tout cas répondront de leurs actes devant les juridictions compétentes. Il n'y a aucune négociation parce qu'une négociation n'a pas été demandée. Aucune négociation n'a été demandée. C'était une sortie spontanée et qu'ils ont fait preuve de violence
extrême sur la population de Niamey, sur les biens publics et les biens privés. Donc, en ce moment, de quelle négociation on peut parler après avoir posé l'acte? On aurait dû peut-être penser à une négociation, si réellement une négociation il y en a. Tout ce qui a amené ce problème, vous avez entendu le ministre de l'Enseignement supérieur hier, la signature de la décision qui permettait de payer ces étudiants était déjà en élaboration et le DG était en train de corriger cette décision pour la soumettre à la signature du ministre de l'Enseignement supérieur. Malheureusement, les étudiants ont pensé que ce temps est trop long, ils ne peuvent pas attendre, et alors ils se sont pris, ils se sont invités, donc tous, pour venir poser les actes qu'ils ont posés hier. Parce que l'étudiant qui prétextait qu'il a été sorti de force par les forces de défense et de sécurité avait eu un comportement effectivement qui n'était pas bon devant un responsable. Donc dans le cas d'un partenariat, je ne pense pas qu'on puisse lancer des salmons sur une autorité, sur un responsable d'institution qui est en train de faire son travail. Ils auraient tout simplement attendre que le DG finisse tout simplement d'élaborer la décision, de la soumettre à la signature du ministre de l'Enseignement supérieur pour se faire payer. Et c'était ça qui amène tous ces problèmes-là. Aujourd'hui, vous et nous qui sommes ici, est-ce que si on se permet chacun de nous, quand on le touche, pour que la ville se soulève, est-ce qu'on va s'en sortir? Parce que tout simplement, cet étudiant a été touché, selon lui. Est-ce que c'est suffisant pour pouvoir faire toutes ces casses? Est-ce qu'on peut estimer aujourd'hui quelle est la valeur de tout ce qui a été saccagé? Et qui sera responsable de toutes ces violences? Et effectivement, il faut bel et bien que quelqu'un soit responsable. Et il n'y a que les organisateurs de cette manifestation qui sont en tout cas responsables pour nous de tout ce qui est arrivé.